En attendant que la nouvelle loi électorale adoptée du côté de l'Assemblée nationale soit promulguée par le président du Conseil militaire de transition, du Conseil national de transition du côté du Mali, on va le dire, justement, cette loi autorise ou du moins permet au colonel Assimi Goïta d'être également candidat à la prochaine élection présidentielle. Et donc, ce qu'il faut savoir et qui est désormais inscrit de Polichinelle, c'est que le Conseil national de la transition, l'organe législatif donc provisoire, a adopté, c'était le vendredi 17 juin dernier, une nouvelle loi électorale qui permet alors une fois cumulée avec la version révisée de la charte de la transition datant de février dernier au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Une possibilité qui n'a donc pas fait l'objet de débats au sein, bien sûr, de l'Assemblée lors de l'adoption, justement, de la nouvelle loi électorale par le CNT, qui a donc apporté au total 92 amendements au projet proposé par le gouvernement sur un total de 219 articles. Et donc, c'est la mission d'observation des élections au Mali, composé d'experts issus donc d'une quarantaine d'organisations de la société civile qui a relevé cette possibilité justement de cette possibilité que dans son dernier rapport que le colonel Assimi Goïta puisse donc être candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette possibilité précise que la nouvelle loi électorale permet non seulement aux militaires de la transition, mais autre également, de se présenter à la prochaine élection présidentielle à condition de démissionner 4 mois auparavant. Elle rappelle également que la version révisée de la charte adoptée le 21 février dernier par le CNT prévoit aussi qu'en cas de vacances et à la présidence de la transition, pour quelque cause que ce soit, c'est donc le président du CNT qui le remplacerait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette édition du point sur l'actualité qui, pour aujourd'hui, nous conduit du côté, bien sûr, du Mali avec l'adoption de la nouvelle loi électorale qui n'attend que la promulgation du colonel Assimi Goïta, par ailleurs chef de l'État de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la nouvelle loi électorale est donc tombée, ou du moins a penché, a plaidé en faveur d'une candidature du colonel Assimi Goïta. Et donc aujourd'hui, une question taraude les esprits des uns et des autres, une question principale. Va-t-il se présenter? Va-t-il justement aller à cette élection présidentielle? Seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, nous attendons encore la promulgation justement de cette loi électorale. Et nous en parlons donc avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec Batengene qui nous a donc rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci encore d'être là, Batengene. Alors, Assimi Goïta, pensez-vous qu'il pourra saisir cette opportunité? Assimi Goïta pourra-t-il saisir cette opportunité? La réponse reste bien sûr à son appréciation. Et ce que nous pouvons faire, c'est essayer de décrypter le personnage, décrypter la sphère politique malienne, l'atmosphère, le climat actuel au Mali, décrypter les enjeux géopolitiques, géostratégiques qui peuvent laisser espérer ou bien laisser augurer son éventuelle ou non représentation à cette élection. Donc nous allons rester peut-être dans la spéculation, mais cette spéculation ne manque pas d'objectivité parce qu'elle tient compte d'un ensemble de pesanteurs qui ne sont pas ignorés. Et l'un des éléments dont il faut toujours se souvenir, c'est que le président Assimi Goïta, le
colonel Assimi Goïta, c'est d'abord un militaire qui a connu les grandes campagnes de reconquête du territoire Mali, qui a vu l'armée malienne aux prises à ces hordes de barbares, ces criminels qui ont pris en otage toute une partie du Mali depuis 2012, qu'on a appelé les terroristes. Il a vu se dessiner une géopolitique macabre portée par Paris, mais également les soutiens de Paris. Il s'y est opposé. Lorsqu'il réalisait le coup de 2020, il était en droite ligne avec la vision d'un peuple qui était carrément sur une option révolutionnaire. Ce peuple a manifesté pendant plusieurs mois, a montré son mécontentement, a désavoué les autorités maliennes sous le régime Ibeka. Et le président Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, n'est que l'artisan qui a parachevé ce processus révolutionnaire en portant les militaires au pouvoir. Arrivé au pouvoir, il a subi les foudres de la CEDEAO. Il a su s'entourer d'un maximum de légitimité. Il n'est pas resté dans le cadre purement martial de l'exercice du pouvoir. Il a élargi les concertations. Il faut noter qu'avec Assimi Goïta, on a changé un peu les mécanismes de transition, ou bien les modes de transition qu'on avait observés jusqu'alors. C'était un régime militaire qui arrivait et de manière martiale fixait le cap sur une durée qui était de manière conjointe avec les instances internationales décidées. Et les instances internes du pays ne faisaient qu'accompagner ce processus ou bien s'intégrer dans ce processus. Avec lui, la donne a un peu changé. Il a décidé de privilégier l'intérêt des Maliens. Et c'est pourquoi il a convoqué les assises nationales en 2021. Ces assises nationales ont débouché sur un planning de transition légitime qui avait l'adhésion populaire. Et ce planning de transition avait des points importants que le gouvernement de transition allait réaliser, entre autres la sécurisation et la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Cette tâche qui est devenue prioritaire a demandé qu'il y ait des choix forts du point de vue stratégique et le président Assimi Goïta est celui-là, et c'est ce que l'histoire retiendra, qui a eu le courage d'aller chercher les Russes lorsque le pays était dans le péril, qui a assumé son partenariat avec les Russes, qui a, avec les Russes, mené la grande bataille diplomatique contre Paris, contre Washington, contre toutes les institutions qui ont soutenu le terrorisme au Mali. Et la victoire d'Assimi Goïta laisse augurer que ce peuple serait prêt à lui donner plus sa confiance que quiconque. Est-ce qu'il devrait saisir cette opportunité? Vous savez, il y a une facette du Assimi Goïta. Est-ce que c'est même d'abord une opportunité? Est-ce qu'on peut penser que cette loi électorale puisse être considérée justement comme une opportunité quand on sait quand même que voilà, depuis le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta et après effectivement le fait d'avoir donc limogé l'ancien gouvernement malien qui était celui de Mbanda et avec la prise justement des choses du côté bien sûr du Mali avec la personne d'Assimi Goïta mais également du premier ministre Choguel Kokalai Maïga, puisque ce sont ces hommes qui tiennent quand même, on va le dire, ce pays de l'Afrique de l'Ouest depuis quand même quelques mois. Et jusque-là, les résultats qui sont affichés sont plutôt positifs. Les populations sont également en phase avec justement le gouvernement d'Assimi Goïta, on peut le dire ainsi. Mais est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ce ne serait pas peut-être une façon un peu plus, j'ai envie de dire, démocrate, de dire oui, on a voté une loi et donc, bon, on essaie aussi de faire semblant. Non, il n'y a pas à dire que ce serait un semblant qui serait orchestré par les Maliens pour donner l'impression. Le président Assimi Goïta, jusqu'à présent, ne s'est pas aussi fait remarquer comme on l'avait remarqué. Vous vous souvenez, en Guinée-Conakry, le président Moussa Dadis Camara, à son époque,
capitaine, quand il avait pris le pouvoir, il s'était illustré par un ensemble de positions qui étaient venues frustrer un peu la sphère politique, mais qui avaient aussi un goût de déjà-vu dans le cadre des transitions africaines. Moussa Dadis Camara, il était sur les plateaux de télévision, il était vindicatif, véhément, la verve toujours militaire. On se disait, voilà un soldat qui n'a pas oublié sa caserne. Mais le président Assimi Goïta, c'est un management différent. Un homme très calme. Il est très silencieux. Il est discret. Il est presque insondable. Jusqu'à présent, les stratèges occidentaux qui avaient cru pouvoir le faire sortir de sa tanière, il faut le dire comme ça, n'ont pas réussi à suffisamment l'apeurer. Il est resté très calme, très au rebond, toujours avec beaucoup de tact. Il a su peser les enjeux. Il a travaillé de manière collégiale, vous avez vu. Il a privilégié une approche collégiale. C'est tout le conseil de transition qui est résolument autour de lui en train de mener la bataille. Et il a été le maître d'orchestre qui a su simplement harmoniser les différentes cordes de la musique. Et le gouvernement, vous avez Abdoulaye Diop, qui est un politique expérimenté, un diplomate aguerri, qui est là et qui s'épanouit. Or, il vous souvient quand même que lorsque le ministre Abdoulaye Diop avait été désigné pour prendre le portefeuille des affaires étrangères, une certaine opposition malienne, mais aussi une certaine société civile malienne, avait créé Arro sur le Baudet en le présentant comme étant le ventre mou de la transition. Et aujourd'hui, on a les résultats. Une confiance donnée à ce grand diplomate, ce grand homme politique, a permis que ce dernier s'exprima à la hauteur de son talent et de ses capacités. Et aujourd'hui, on a Abdoulaye Diop, qui est devenu l'un des patrons les plus influents de la diplomatie africaine. On a vu comment il a mené les échanges. On a le Premier ministre, Choguel Kogala Maïga, qui lui aussi est passé désormais pour un maître de l'art politique. Et ce travail s'est fait de concert avec le président Assimi Goïta. On n'a même pas eu l'impression qu'à un certain moment, il croyait qu'on lui volait la vedette. Il n'est jamais sorti de son silence, de ses positions, pour venir au taquet, pour glaner quelques points politiques avec des déclarations fleuves. Il est resté très en retrait, un bon stratège. Il a juste bien orchestré les choses et il s'est assuré que chacun joue bien son rôle dans l'équipe gouvernementale. C'est ce dont le Mali aussi a besoin. C'est ce genre de management dont le Mali a besoin. Management stratégique, un management très peu bling-bling. C'est pas, s'il faut prendre en comparaison, un jeune de presque sa génération, Emmanuel Macron en France, vous voyez, c'est du bling-bling. Toutes les minutes, il s'exprime sur tous les sujets. Et on voit les conséquences que cela a. Ça ne suit pas toujours avec une gestion efficace des crises que traverse ce pays. Si on le prend également avec quelqu'un de sa génération, Zelensky, Assimi Goïta, ce n'est pas un acteur de show télévisé, ce n'est pas un acteur de la politique mondiale. Ce n'est pas l'homme qui se donne un spectacle et qui donne son pays en spectacle. Ce n'est pas l'homme qui a fait de son pays l'autel des sacrifices pour la gloire personnelle, non. Il a su se positionner dans l'échiquier mondial. Il a travaillé avec des acteurs fiables. Il a mis à profit son expérience de militaire pour l'ensemble de la nation malienne. Ça, c'est des points qu'il a glanés au fur et à mesure. Maintenant, oui, effectivement, ce n'est pas une opportunité. D'accord. C'est parce que je voulais revenir sur la question. Est-ce qu'on peut parler d'opportunité ou alors parler de tout simplement ce qu'on peut appeler un mérite? Un mérite, c'est cela, l'expression, le mot juste, c'est un mérite. Assimi Goïta est l'homme qui mérite cette place. Très bien, si on regardait favori de tous les sondages, ce serait lui. Bien sûr, avec
toute l'équipe gouvernementale, quand on voit le ministre Maïga, ce qu'il accomplit, et tous les autres ministres que nous ne citons pas, le chef d'état-major qui a su un rôle de coordination de l'action militaire, les colonels qui sont sur le terrain avec les fameux GETIA pour la lutte antiterroriste, avec l'opération Kélétigui, tout est bien mené là-bas. Maintenant, tous ces acteurs sont aussi la preuve que le Mali a réussi à construire une classe politique assez forte. Et ça rappelle une situation, Linda. Ça rappelle un peu la crise séparatiste qu'a connue le Nigeria. Vous vous souvenez? Et lorsque le général Yakubu Gowon a dû réunir autour de lui dans les années 79, réunir autour de lui, à la fin des années 70, autant, réunir autour de lui les grands généraux de l'armée nigériane, dont Olusegun Obasanjo, à qui on doit les succès de brillantissime et richissime homme d'affaires Aliko Dangote. Donc, c'est aujourd'hui une classe politique un peu comparable qui est née au Mali. Cette classe politique avait des acteurs qui sont potentiellement interchangeables, qu'ils soient des civils ou des militaires membres du CNT. Cette équipe gouvernementale qui a été constituée, c'est au moins l'avenir du Mali assuré sur les prochaines 4 décennies. Donc, nous sommes sûrs que le Mali a aujourd'hui le matériau en matière de ressources humaines pour décoller et pour avoir sa place dans le Conseil des Nations. Ça dépendra maintenant de ces acteurs parce qu'ils sont tous interchangeables, ils ont atteint un niveau de maturité politique qui laisse croire qu'on peut faire confiance à cette équipe aux affaires. Monsieur Assimi Goïta, ce n'est que le mérite, et ce mérite, il revient également à l'ensemble de son équipe qu'il dirige. Alors, je voudrais que nous nous attardons un temps soit peu sur ce qui paraît comme une condition, une condition à une possible participation au scrutin présidentiel à venir. Déjà, nous le savons que déjà récemment, je crois il y a quelques jours de cela, le gouvernement, à la suite du retard ou encore du méli-mélo que n'a cesse de jouer la CEDEAO, notamment sur un délai fixe pour la transition en cours. Alors, le Mali avait donc décidé de fixer à 24 mois la durée de la transition, à compter justement de la date du 26 mars 2022. Quand on fait les calculs, ça veut dire que cela nous renvoie directement, je crois, ça nous renvoie directement à 2024. Si on s'en tient à la durée de la transition qui est de 24 mois, 26 mars 2022, 23, 2024, ça fait donc 24 mois. Et donc, selon bien sûr cette nouvelle loi qui permet au président Assimi Goïta de se présenter, il y a cette condition qui demande à ce qu'il démissionne 4 mois avant du poste qu'il occupe actuellement. Oui, pourquoi ce serait une condition qui ce n'est pas limitatif, ce n'est pas aussi exacerbé, mais c'est tout à fait pour rentrer en conformité avec même le calendrier électoral. Si le président Assimi Goïta devait se retrouver en politique, déjà qu'il est en politique, mais il est venu là en tant que l'homme d'une situation chaotique, l'homme qui vient tenir là-bas quand ça flambe, eh bien, quand ça flanche, eh bien, le président Assimi Goïta, le temps qui est donné de 4 mois peut être le temps pour lui de constituer une équipe de campagne, de constituer un appareil politique efficace qui lui permette d'aller à l'élection. Ça, 4 mois, c'est tenant compte de ces pesanteurs parce que beaucoup de ces acteurs n'ont pas connu cette vie politique tumultueuse, c'est-à-dire avec la compétition électorale. Et vous savez que pour constituer une équipe de campagne, il faut un certain temps. 4 mois, c'est même assez court parce qu'il faut constituer une équipe assez forte. Mais peut-être qu'il s'appuierait alors sur des acteurs qui ont déjà été outillés, et qui ont été testés au fur et à mesure depuis le début de la phase de transition. 4 mois, c'est une durée assez courte, on le reconnaîtra. Justement, mais 4 mois, ça permettrait quand même d'avoir une équipe. Et puis, il a un élément qui, généralement, manque à beaucoup d'hommes politiques. Il faut compter que jusqu'à cette date,
cet élément reste et demeure aussi fort. C'est la légitimité populaire. Quand le président Assimi Goïta lance un appel aujourd'hui au sein de la nation malienne, vous voyez que dans les foyers, les élèves, les enfants, les parents se retrouvent dans la rue comme attirés par, comme un essaim d'abeilles attiré par du miel. C'est tout le monde qui vient dans la rue pour exprimer son soutien à l'appel qu'il lance. Donc, il a une légitimité populaire incontestable. Sa cote de popularité est vraiment très haute. Il faut maintenant voir, est-ce que jusqu'en 2024, cette cote de popularité va rester aussi forte. Le Conseil de transition, s'il réalise les missions qui lui ont été assignées par les assises nationales, s'il réalise ces missions, c'est-à-dire la sécurisation totale et la restauration de l'intégrité territoriale du Mali, vous verrez que cet Assimi Goïta, en 4 mois, sera véritablement un homme politique. Et ça rappelle un autre scénario, la France, lorsqu'elle était dégringolante face à la débandade, durant la débandade face à l'armée allemande du Troisième Reich sous Hitler, la France a dû survivre par un homme qui était lui-même très combattu au sein de l'armée française, le général de Gaulle, désormais passé comme étant dans la postérité le héros de la nation française, quoique pour nous Africains, c'était un criminel de guerre. Quand on regarde tout ce que l'armée française a commis comme crime au Cameroun, en Algérie, c'est des crimes de guerre. Et c'était les ordres du général de Gaulle. Donc, quand vous regardez quand même dans l'histoire, c'est ce grand homme de la France qui a permis de remettre l'État debout, d'aller secouer les Allemands, de les ébranler sur leur certitude qu'ils avaient désormais totalement la France et de reconstituer un État fort, un État compétitif qui a eu à nouveau sa place dans le concert des grandes nations. C'est ce que peut devenir Assimi Goïta. Il n'est pas seulement au seuil de devenir le prochain chef de l'État du Mali à partir d'une élection. Comme de qu'on l'appelle le nouveau Thomas Sankara. Le nouveau Thomas Sankara, il est en passe d'entrer dans l'histoire comme le nouveau Kadhafi, comme le nouveau Sankara de l'histoire africaine. Donc c'est un rendez-vous avec l'histoire qui certainement est pris pour 2024 et il faut voir, il faut prier que d'ici à là, il soit vraiment à la hauteur de ce rendez-vous. Alors, puisque vous parlez justement de ce rendez-vous, même si les dates, ou du moins les dates fixes, que ce soit de campagne ou encore du jour du scrutin, ne sont pas encore connues, on nous rappelle quand même, du côté bien sûr de Bamako au Mali, que le 28 juin prochain va donc se tenir tout simplement des échanges sur le chronogramme des différents scrutins. Parce qu'on le dit, il y a encore assez de temps pour la fin de la transition. Mais au niveau justement du gouvernement ou encore des institutions maliennes, l'on se prépare déjà à cette échéance qui, même si la date n'est pas encore connue, on sait qu'elle existera, cette échéance, qu'elle soit électorale, qu'elle soit présidentielle ou encore législative. Et donc, la rencontre est donc prévue pour le 28 juin prochain pour fixer, du moins proposer des dates relatives bien sûr à ces différents scrutins. Et donc, pour revenir à notre titre, est-ce une opportunité? Va-t-il la saisir? Est-ce que tout n'était pas préparé aussi dès le début, M. Batenguene? Non. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un enchaînement. C'est-à-dire, aussitôt, l'on a parlé du côté du Mali d'une proposition d'une nouvelle loi. Ça n'a pas fait de débat. Pour un pays qui est taxé, enfin pour un pays dans lequel on trouve que tout le monde n'est pas en phase avec le colonel Assimi Goïta. Mais il y a eu cette proposition qui n'a pas fait débat. Elle est allée à l'Assemblée, elle a été validée. Et après validation, voilà, on attend directement la promulgation. Et juste après, c'est-à-dire on remarque que ce gouvernement ne veut pas perdre une seule seconde. Il faut noter une chose. Est-ce que c'était préparé? Je dirais d'abord non. Le jour où Assimi Goïta prend sur lui d'aller parachever le processus révolutionnaire
avec les 5 colonels, les 4 autres colonels de la Révolution et tous les militaires maliens qui ont adhéré à cette initiative, quand ils prennent sur eux d'aller parachever le processus, ils n'ont pas en tête, Assimi, tu prends le pouvoir, après on confisque le pouvoir aux civils. C'est pas ça. Parce que dire que c'était prémédité, c'est donner l'impression qu'Assimi Goïta, effectivement, ce que les Français et les États-Unis présentent dans leurs médias mensonges, c'est qu'ils appellent une junte militaire. Non, l'intention n'est pas de créer une junte militaire. L'intention, c'est d'abord les pertes énormes que subit l'armée. Il faut résoudre ce problème à très court terme. Il faut cesser la saignée de l'État. L'État est en train d'être saigné par des groupes rebelles. L'État incapable d'assurer sa propre sécurité. L'État en train de perdre pied dans les régions du Mali. Voilà les problèmes immédiats qui le portent au pouvoir. D'accord. Maintenant, dans cette situation, il y a une adversité conjoncturelle qui s'est créée. Et cette adversité conjoncturelle est du fait de ces positions qui étaient indépendantistes, qui étaient émancipationnistes, et qui ne plaisaient pas aux acteurs de la domination structurelle dans le monde, c'est-à-dire la France, les États-Unis et leurs alliés. Donc, ces derniers ont pris fait et cause contre Assimi Goïta. Assimi Goïta, dans son rapprochement avec les Russes, a d'abord travaillé à des éléments de sécurité. Mais il se trouve que les enjeux sont devenus bien plus importants que simplement le cadre sécuritaire. Le Mali a été propulsé du fait de ses contradictions avec l'Occident, avec l'OTAN, à un niveau où la réflexion devait dépasser le simple cadre d'assurer la sécurité des populations, d'arrêter la saignée de l'État et de simplement assurer l'intégrité, de restaurer l'intégrité territoriale. Il fallait maintenant se projeter dans une vision programmatique à court, à moyen terme, à moyen et long terme. Et dans cette vision maintenant, il faut intégrer la durée. Donc, immédiatement, la variable temps devient un élément déterminant pour Assimi Goïta et tous les colonels de Bamako. Ils ne peuvent plus être un élément temporel qui va se résoudre dès que la transition est achevée. Ils deviennent un élément, un vecteur qui devrait être porté dans le temps. Et pour que cet élément ait lieu et se réalise, il faut que ces derniers rentrent en politique. Donc, les événements les ont propulsés en politique. Maintenant, dans le cadre politique, certainement, il s'agit ici des conseillers russes qui ont apporté également de leur expertise, en rappelant quand même à Assimi Goïta que lui-même, le président Vladimir Poutine, est un haut responsable du KGB à l'époque, du FSB à l'époque, du KGB à l'époque, et c'est ce haut responsable qui aujourd'hui gouverne la Russie. Mais il a fallu qu'il se projetât. Lui qui était venu simplement pour restaurer la dignité de la Russie, a compris qu'il y avait un enjeu bien majeur à jouer. Et il s'est projeté dans le long terme. Donc, certainement, les Russes ont apporté ce conseil à Assimi Goïta et on lui a fait comprendre que, Excellence, vous pouvez voir beaucoup plus loin que simplement le cadre sécuritaire. Vous pouvez voir un Mali émergent, un Mali qui devient une puissance régionale. Et dans ce cadre-là, les Maliens sont en train d'asseoir un projet qui les hisse désormais comme un acteur majeur de la région Afrique. Les Maliens, tels qu'ils sont en train d'organiser leur démocratie, en contrôlant les instances et les institutions de transition démocratique, en contrôlant le processus démocratique dans leur pays, ils sont en train de réaliser leur émancipation, mais bien plus, de s'affirmer désormais comme un partenaire majeur de la région Afrique. Merci Batengene. Le standard est d'ores et déjà ouvert, chers téléspectateurs, où que vous soyez. Et si jamais vous nous recevez via les différents satellites ou encore les différents moyens par lesquels vous nous suivez, sachez-le, vous pouvez également composer l'un de ces numéros de téléphone pour apporter votre contribution à la thématique de ce soir. Et donc, Delphin de Gitega est donc en place, c'est le maillot jaune. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ma chère sœur. Vous me recevez? C'est Delphin de Bujumbura. Tout à fait. Allô? Oui, Delphin, nous vous écoutons. Delphin, nous vous écoutons. Allô? Ah, ok. D'accord. Excusez-moi. Je n'étais pas sûr d'être en direct. Donc, bonsoir à toute l'équipe de For You Media.
Bonsoir, bonsoir à mon cher frère Batengene et bien sûr bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Mon cher Batengene, tu as, comme on dit, littéralement dévoré tous mes biscuits. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit et ce n'est pas un Burundais qui dira le contraire. L'ancien chef d'État Nkurunziza et son successeur, le général Neva, enfin son vrai nom c'est Ndayishimiye, mais on le surnomme le général Neva parce que effectivement c'est un général, mais le surnom Neva vient d'un cours d'eau qui est en Russie parce que le Burundi collabore avec la Russie. Donc et je crois que c'est même avec toi mon cher Batengene que nous abordions ce même sujet, je crois la semaine passée. Tous les États forts dignes de ce nom ont à un moment donné été dirigés par des militaires. Donc, nous pouvons citer le général Eisenhower aux États-Unis, qui est devenu président. Tu as cité un peu avant le général de Gaulle, le colonel Vladimir Poutine, notre papa Obiangema, feu Idriss Déby. Donc, ce n'est qu'une répétition. Et pour ne pas trop m'attarder, je dirais aussi, comme mon cher Batengene, qu'il a souligné l'interchangeabilité de l'exécutif malien actuel. Pour donner un exemple, Monsieur Goïta devient président, ça n'empêche pas que Monsieur Camara le remplace à la tête des armées. C'est une idée, mais je laisse bien sûr le dernier mot à nos frères et sœurs du côté de Bamako. C'est à eux de décider, donc j'espère qu'ils vont nous mettre une bonne équipe à la tête du pays pour bien solidifier le pays, pour bien solidifier la sous-région et par voie de conséquence tout le continent. Je leur souhaite vraiment le meilleur et je vais m'arrêter ici pour laisser la parole à d'autres. Delphin, de nous avoir appelé depuis Gitega et nous rappelons que le standard reste ouvert, chers téléspectateurs, pour vous permettre aussi d'apporter vos différentes contributions justement à cette thématique. Je pense que nous allons les retrouver également Lamine Diop qui est à notre compagnie ce soir. Bonsoir ma chère Foutnedi, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et d'auditeurs de FOYou, ainsi que votre régie technique. Bonsoir aussi à l'ensemble des panélistes participants à ces thématiques. Écoutez, ma chère sœur, comme stipule le thème, va-t-il saisir l'opportunité puisqu'il y a une loi électorale en sa faveur? Ou encore, ça veut dire l'engagement politique d'Assimi Goïta, c'est désormais fort possible. Et naturellement, on peut dire la chance foncièrement peut-être pour les panafricains, mais un handicap certain pour la France et ses alliés locaux. En tout cas, c'est très bien encourageant, il faut bien le dire, même si une partie de l'opposition malienne, entretenue par l'Élysée et les Quai d'Orsay, ira cette fois-ci contester dans la rue, ce qui est après tout à fait imaginable, même si quand il y aura ces contestations et qu'elles sont des simples cris d'orfraie dans le désert, parce que le peuple malien a déjà expérimenté tous les subterfuges franco-occidentaux et il ne peut plus être trompé. Et ensuite, ce soir, il y a forcément une bonne partie des Maliens et panafricains qui confortent leur regard en disant excellent, peut-être même avec assouvissement pour une grande partie d'entre eux. Cette fois-ci, c'est bon. La France et ses alliés ne rentreront pas par la fenêtre, en gros. Donc, ce soir, Assimi Goïta et son état-major sont encore, une fois de plus, et forcément gagnants vis-à-vis de l'opinion et de la majorité de l'opinion du mouvement panafricain et patriote malien et de l'Afrique entière qui se veut souveraine. C'est juste ou ce n'est pas juste, on ne peut pas en discuter. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de ce qui est juste ou non, puisqu'il est de notre devoir de soutenir quelconque recours patriote et panafricain pouvant ainsi sauter les prérequis qui doivent rétablir nos souverainetés. Bon, pour le reste, disons que sa vocation ou son envie d'être le recours politique ultime au Mali, évidemment, ça devient extrêmement probable, essentiel et judicieux face à une France qui se démène de tous les moyens actuellement et financièrement à travers la classe politique malienne faillible pour se repositionner au Mali. Donc ce soir, oui, Assimi Goïta est devenu politiquement
est stratégiquement approuvé. Même si on peut tout à fait penser que c'est injustement contraire à la charte du CNT lors de sa prise de pouvoir, mais nous, les panafricains, on prend volontiers. Oui, on prend volontiers. Car c'est un recours crucial pour le combat. D'ailleurs, cette France, qui va encore crier au soi-disant non du respect des valeurs institutionnelles, il en est de quoi celle de la France avec cet état-major qui magouille depuis des décennies en faisant un pacte électoraliste avec l'extrême droite française, enfin d'induire en erreur les Français dans leur vote et leur obliger à choisir entre la peste et le choléra. Et ensuite faire élire de tels personnages incompétents et novices comme Sarkozy, Hollande ou encore Macron. Alors nous aussi, on défend notre beefsteak et on dit à Assimi Goïta président. Oui, c'est clair, président. Et au fait, j'ai envie de finir par là, Jean-Yves Le Drian, à Malin et Deni. Donc je te parle en Bambara, Ante Abana. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Merci beaucoup à vous, Lamine Diop, de nous avoir appelés. Le standard reste ouvert pour également attendre vos différentes contributions, chers téléspectateurs. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, le programme, c'est le point sur l'actualité, diffusé donc du lundi au vendredi, une fois qu'il est 18h30 en Afrique centrale, moins 1 heure du côté, bien sûr, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, pour ce soir, nous nous intéressons à une possible candidature du colonel Assimi Goïta aux prochaines élections présidentielles. Lui, qui justement est donc actuellement le président de la transition de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a une nouvelle loi électorale qui a donc été adoubée du côté, bien sûr, de l'Assemblée nationale et qui n'attend plus que d'être promulguée par le colonel Assimi Goïta. Alors, cette opportunité, va-t-il la saisir? Telle est donc la grosse interrogation qui nous réunit ce soir, chers téléspectateurs. Je reviens à vous, Batengene. C'est vrai que selon, bien sûr, je vais dire cette commission, une commission électorale au niveau de l'Assemblée, il y a cette condition qui est posée, qui démole, enfin, qui permet aux militaires, parce que c'est général, qui permet justement aux militaires d'être candidats à la prochaine élection présidentielle. Et puis quand on regarde, on sait quand même que Choguel Kokala Maïga, c'est certes le Premier ministre, mais c'est aussi un militaire. Puis vous avez parlé tout à l'heure de Camara, je crois Delphin a parlé de Camara tout à l'heure, je crois le MINDEF, c'est aussi un militaire. Donc ceci dit, tous ces militaires aujourd'hui qui sont au sein du gouvernement ont aussi la possibilité de démissionner 4 mois avant et d'être candidat. Tout à fait. Il y a le scénario le plus probable et nous pensons que c'est celui qui sera adopté par les colonels de Bamako et tout l'ensemble du gouvernement, hein, tout cela, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Diop, ce sera le modèle nigérien. Qu'ont fait les Nigérians? Et c'est là où ils ont dépassé quand même le modèle français avec un De Gaulle ultra dominant pendant plus de deux décennies en France. Et après son départ, la France a commencé à péricliter progressivement jusqu'à leur dernier président qui lui-même n'a pas dignement la valeur d'un président. Il est beaucoup plus dans la gesticulation que dans la gouvernance. Donc, avec ces éléments-là, ils peuvent capitaliser sur le modèle nigérien. Et le modèle nigérien, ça a été quoi? Yakubu Gowon, avec les généraux Olusegun Obasanjo, Muhammadu Buhari et tous les autres, ils avaient décidé que après la lutte, le pouvoir devait avoir une manière d'être géré entre les différentes régions. Et que les différents acteurs qu'ils étaient allaient travailler dans le cadre de la normalisation du jeu politique. Et c'est ce qui a été respecté. Vous avez vu que la seule fois où il y a eu problème, c'était Goodluck Jonathan Belem, qui lui n'était pas dans ce pacte-là, qui a essayé d'apporter sa propre touche. Et on a vu ce que ça a causé. Parce qu'il n'était pas dans ce cercle, il n'avait pas une bonne maîtrise, une bonne lisibilité de cette vision politique qui avait été partagée avec eux. Il s'est cassé la figure. Avec les colonels de Bamako, ça pourrait être la même chose. C'est-à-dire,
les colonels et les civils pourraient donc discuter dans un cadre des éléments qui vont désormais faire consensus dans la société politique malienne. Et ces acteurs ont tous l'étoffe pour être chefs d'État, il faut le reconnaître, mais pas peut-être pour les échéances toutes proches. Ils peuvent donc s'organiser dans le cadre d'une collaboration, d'une transition entre les différentes régions, parce qu'ils sont aussi originaires de différentes régions, et voir comment le pouvoir pourrait alterner dans les différentes zones du Mali, de telle sorte que tous les Maliens se reconnaissent dans l'institution de gouvernement. Et vous avez vu qu'au Nigeria, ça a eu un impact assez fort, parce que ça a quand même calmé beaucoup de mouvements sécessionnistes, même si celui du Biafra, du Biafra est resté un peu actif. Les autres se sont calmés de manière relative. Donc ça aura également un poids. Imaginez-vous que demain, le président du Mali soit également un Touareg. Vous voyez que les velléités indépendantistes de cette région, de tous ceux qui se reconnaissaient dans le Mundjao, vont tomber à l'eau, parce que désormais, eux, ils auront la responsabilité d'assurer l'unité et l'indivisibilité de l'État du Mali, et surtout d'assurer à tous les Maliens la survie dans un État fort, vers un cap commun. Donc ça pourrait jouer également en cette faveur. Ces acteurs pourraient prendre le modèle nigérian et l'implémenter dans le cadre de la gestion pérenne de leur État, nouvellement constitué sur des bases plus émancipées. Nous repartons au standard avec Zerfel. Bonsoir Zerfel. Allô? Oui, bonsoir Zerfel, nous vous écoutons. Ok, bonsoir, bonsoir mon frère Jonathan, et bonsoir Linda, et je salue vos techniciens, tous ceux qui regardent Afrique, mais for you, excusez-moi. Alors, mais moi je voudrais dire aux Maliens que il est le temps que vraiment ces gars-là, ils encouragent le colonel pour qu'il puisse continuer le combat qu'il a entamé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui est autour du Mali aujourd'hui, pourquoi tous ces Européens, les Français, tous les Français sont en train de s'agiter, parce que ils attendaient. Et c'est pourquoi ils mettaient la pression pour que les gars passent aux élections. Mais vraiment, comme l'intelligence de l'homme noir, ils pensent que nous sommes des idiots, le plus souvent, parce qu'ils viennent chez nous, on les prend comme nos frères, ils pensent que nous sommes des idiots. Mais nous sommes plus intelligents que eux. C'est pourquoi le gars, les Maliens ont décidé, ils sont partis devant l'Assemblée pour dire que est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'on va le laisser au bord de la route? Ce qu'il a commencé là, on peut lui permettre aussi pour qu'il puisse se présenter. Alors, ils ont créé et ils ont voté la loi est devant eux présentement. Donc, en ce moment-là, moi, j'encourage les Maliens pour aller devant le colonel, pour lui demander pardon, pour qu'il continue ce qu'il a commencé là, pour qu'on voit la fin du film. Parce que présentement, les Français sont en embuscade dans toutes les frontières, disons, du Mali aujourd'hui. Une fois que le monsieur va dire que non, bon, moi je me retire un peu, mais la première des choses, d'abord, ils vont le massacrer. C'est lui qu'on doit chercher d'abord à tuer. Et maintenant, ils vont s'asseoir sur les Maliens comme ce que les Maliens les ont traités comme des vauriens, mais ils vont les traiter comme s'ils étaient les derniers des Mohicans. Alors moi, je demande aux Maliens, au colonel, avec tout son staff, vraiment, qu'ils encouragent le monsieur pour qu'il se présente comme candidat. Peut-être il aura la chance d'être voté. Donc, c'est entre les mains des Maliens. Mais moi, mon souhait, les Africains qui n'ont rien compris encore, les jeunes qui n'ont rien compris, certains, je dis certains, pas toutes les choses, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris encore pourquoi, ces Européens-là sont sur nous. Comme on ne peut pas être dans un pays riche, dans un continent riche, et puis avoir des enfants pauvres. Ça, c'est pas possible. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui sont levés pour dire qu'on va avancer le pays. Et il y a certains jeunes
parce qu'ils sont dans les pays, comment dirais-je, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils pensent qu'ils ont le monopole des analyses politiques. Non, arrêtez ça. Parce que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce que, comment dire, vos parents que vous allez laisser en Afrique, la manière qu'ils vivent. Sans vous, ils ne peuvent pas manger. Sans vous, ils ne peuvent pas se soigner. Or que nous avons tous les moyens pour soigner nos parents, pour envoyer nos frères à l'école, nos enfants à l'école. Mais on n'a pas ces moyens parce que l'argent de l'Africain est envoyé en Occident et en Europe. Alors, ces jeunes ont changé de comportement vis-à-vis de ceux qui veulent changer chez l'Afrique. Et je dis vous merci. Jonathan, tu es encore jeune. Il faut penser à ton avenir politique. Je dis politique. Parce que tu es très intelligent dans les analyses que tu passes sur les plateaux, les deux plateaux des deux télévisions. Je t'écoute le plus souvent, mais tes analyses sont de pointe. Donc, je sais que tu peux faire quelque chose. Il n'est pas dit d'aller former un petit groupe dans un quartier, mais il faut bouter les choses, ceux qui se disent politiciens, là. Ceux qui veulent vraiment lever la tête de l'Afrique, il faut les encourager à aller dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup à vous, Zerfel, de nous avoir appelés ce soir dans le cadre, bien sûr, de cette édition Point sur l'actualité. Nouvelle loi électorale qui voilà, permet donc aux militaires d'être candidats à la prochaine élection présidentielle. Le colonel Assimi Goïta va-t-il donc saisir cette opportunité? Si opportunité y est, nous en parlons avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec vous, Batengene, sur ce plateau. Et donc tout à l'heure, nous parlons justement des autres militaires qui voilà, sont donc aux affaires depuis bien sûr le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais est-ce qu'il y a la possibilité, parce qu'aujourd'hui tout ou presque les regards sont rivés sur le colonel Assimi Goïta, qui jusqu'ici a justement l'assentiment de toute la population malienne, que ce soit sur le plan sécuritaire et même économique, même au niveau des coopérations avec les autres pays. Alors, et si Assimi Goïta était ce monsieur qui est juste là pour, comment je vais dire, pour bien placer les pions et qu'à la dernière minute, il surprenne? C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai dit ça sera soumis à son appréciation, dernier ressort. Il est quelqu'un de très énigmatique. Il apparaît comme étant la nouvelle énigme de la politique en Afrique, après le président Paul Biya, qui, dans sa sagesse, a su créer autour de lui tout un mythe, que ce soit dans la prise de décision ou bien dans l'analyse de la situation. Il est resté presque insondable. Assimi Goïta rentre dans ce sillage-là. Les chefs d'État qui s'expriment le moins possible, qui observent beaucoup et qui agissent dans un certain sens, avec beaucoup de tact. Et le président Assimi Goïta, dans sa posture actuelle, il faut le reconnaître, on n'arrive pas encore à deviner quels sont les calculs pour les années à venir. Qu'il soit sollicité, d'ailleurs, c'est bien que Zerfel l'ait dit, qu'il soit sollicité, ça pourrait être là une des pistes pour l'inciter à se représenter. Parce qu'avec son tempérament, il n'est pas exclu, effectivement, qu'à la dernière minute, il se désiste et dise non, moi je préfère qu'un autre puisse prendre le relais. Mais vu l'urgence de la situation, mais quand j'ai envisagé le mot opportunité, c'était pour pas créer une ambiguïté, l'opportunité étant ici la situation et les enjeux géostratégiques et géopolitiques qui en découlent. L'homme qui a le mieux joué la part de maître d'ouvrage, de chef d'orchestre, c'est Assimi Goïta. Alors on se pose la question, est-ce qu'ils sont nombreux dans cet appareil politique à apporter cette compétence-là? Vous savez, savoir mettre en lumière les autres sans et ne pas essayer de les empêcher de briller, c'est une compétence particulière chez certains leaders. C'est pas une compétence qu'on retrouve chez tous les leaders. Il y a les leaders qui ne supportent pas d'être mis un temps soit peu sous la lumière des autres et qui ont toujours ce réflexe de venir devant pour s'exprimer. Eh bien,
dans un contexte comme celui du Mali, avec les pesanteurs actuelles, ce serait une attitude tout à fait risquée pour la transition, ou bien risquée pour la pérennité de l'État du Mali. Parce qu'imaginez-vous un acteur majeur de la transition frustré par le fait du président, ou un acteur majeur du gouvernement frustré par le fait des agissements du président. Ça pourrait se constituer, il pourrait se constituer en opposant potentiel. Donc, l'attitude d'Assimi Goïta a joué un rôle de stabilisateur important dans la situation actuelle. Il ne faut pas minimiser sa capacité à rester en retrait et à laisser les autres faire, à les mettre sur le champ de l'action, à les laisser sous la lumière, sous le feu des projecteurs. Un risque qu'en Afrique, très peu de dirigeants prennent. Mais lui, il a su le faire. Et vous avez vu, ça n'a pas détruit la cohérence de la politique qu'il impulse. Ça n'a pas détruit la coordination de l'action gouvernementale. Ça n'a pas détruit les équilibres au sein du gouvernement. Ça a plutôt contribué à faire rejaillir la lumière sur l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Si aujourd'hui nous sommes admiratifs du gouvernement malien, c'est d'abord parce que derrière, il y a un maître d'orchestre qui a su agencer les notes et qui a su donner à chaque membre de l'équipe un rôle qu'il joue à plein temps. Il n'essaye pas de jouer à la place de celui-là, il le laisse jouer. Regardez un peu les déplacements en Russie. Il n'essaye même pas de tirer le profit de ces déplacements. Même quand le matériel militaire arrive au Mali, il n'est pas le premier à l'aéroport en train de réceptionner. C'est le ministre Tamara qui est à l'aéroport. C'est le chef d'état-major qui est à l'aéroport. Quand les émissaires de Damiba du Burkina viennent le rencontrer, après ils les laissent discuter avec les autres ministres, avec le chef d'état-major, pour qu'ils aient une vision à 360 degrés de la transition. Ce genre de tempérament, c'est très important pour stabiliser une équipe et pour concevoir un projet pérenne dans le temps. Actuellement, l'attitude d'Assimi Goïta semble être une attitude tout à fait rare et qui sera une base solide pour les années à venir au Mali. Nous repartons au standard avec Kémy Kola. Vous êtes au Sénégal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir pour nous médias. Nous vous écoutons, monsieur Kémy Kola. Oui, vraiment, je voulais m'intervenir sur la situation politique au niveau du Mali. Oui. Bon, avant d'avancer, je salue mon frère qui est sur le plateau, M. Batenguene. Voilà, à qui j'ai beaucoup d'amour en l'écoutant, ces différents sujets concernant l'Afrique et le monde entier. Vraiment, on a une grande compatie avec lui. Bon, maintenant, la situation, ce que je peux dire, moi, au niveau du Sénégal ici, la situation sécuritaire du Mali nous tient beaucoup à cœur. Vraiment, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta et son gouvernement qui est sur place, nous font fiers. Pour la fierté de l'Afrique de l'Ouest, parce que depuis des moments, je peux dire depuis le soi-disant des indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous, à son génération, vraiment, nous sommes fiers de lui. Et ce que je dis encore le plus, c'est que les Maliens l'accompagnent sur ses projets. Jusqu'à la fin, et vraiment qu'on l'appuie, comme on l'a fait à son arrivée au pouvoir jusqu'à cet instant-là. Voilà, je vous salue et je salue toute Foyou. Merci beaucoup à vous, Kémy Kola, de nous avoir appelés depuis le Sénégal. Le standard reste ouvert, chers téléspectateurs, et vos contributions sont
toujours attendu dans le cadre de cette édition, le point sur l'actualité. Nouvelle loi électorale donc validée par l'Assemblée nationale, une loi qui n'attend plus que la promulgation du colonel Assimi Goïta et donc une loi justement en faveur d'une possible candidature du colonel Assimi Goïta. Va-t-il saisir cette opportunité? Est-ce qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle du côté du Mali d'ici à 2024? C'est donc la question qui taraude bien évidemment les esprits des uns et des autres. Alors, Batengene, il y a également en fait il y a une question que certaines personnes se posent également, parce qu'on le sait, c'est certes Assimi Goïta, le président de la République, même si c'est une transition qui est en cours du côté du Mali, mais il y a quand même une possibilité, on va le dire, une possibilité qu'il ne promulgue pas justement cette loi d'un. Et s'il ne le fait pas, ça voudra dire tout simplement qu'il va renvoyer le projet de loi au niveau du CNT. Peut-être pour revoir justement la condition selon laquelle il faudrait que, enfin, la possibilité offerte aux militaires de se présenter. Puisqu'on le sait, il y a eu tous ces combats, il faut remettre le pouvoir aux civils. Et aujourd'hui, quand on sait que ce sont justement ces militaires qui sont aux affaires et qu'on leur offre cette possibilité-là de nouveau se présenter, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une sorte de je ne sais pas, peut-être de tension par la suite entre ces civils-là qui seront probablement minoritaires du fait qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les civils qui sont aux affaires? Quand vous parlez de civils qui voudront contester cette loi, je me pose bien la question quel civil il s'agit. Hein. Parce que quand vous allez, il y a un indicateur phare, quand vous allez dans les réseaux sociaux, que certains civils maliens s'expriment contre M. Assimi Goïta, la foudre qui est déchaînée, la foudre populaire qui est déchaînée contre eux, elle seule suffit pour vous renseigner sur leur popularité. D'accord. Mais vous permettez que nous prenions d'abord Marc depuis la France? Allô? Oui, Marc depuis la France, bonsoir. Oui. Bonsoir à Faru Média, bonsoir madame. Bonsoir monsieur Bantegene. Je voudrais intervenir sur le problème du Mali. Voilà. Je voudrais dire quoi? Vraiment, Assimi Goïta fait l'honneur de tous les Africains. Même en Europe où nous sommes ici, nous nous sentons honorés par toutes les actions que M. Assimi Goïta pose pour le Mali. Le Mali est un pays très riche et vous avez entendu ce sénateur qui disait un jour que leur avenir c'est le Mali. C'est-à-dire l'avenir de l'Europe c'est le Mali. C'est pour cela que ils ont formé cette armée nationale, c'est-à-dire de toutes les nations d'Europe, tout en allant prendre jusqu'à les Lituaniens, les Moldaves et tout ça pour aller combattre au Mali. Et c'est pas une armée, c'est une armée d'occupation, c'est pas une armée pour aller c'est les djihadistes. Non, non, non. Et ils ont formé cette armée-là pour aller encore recoloniser l'Afrique. Si vous avez vu, pour que les Européens rentrent en Afrique, ils sont passés par l'Algérie et c'est par le Sahel qui sont allés jusqu'en Afrique occidentale et l'Afrique centrale, tout ça. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le président Assimi Goïta ne doit pas laisser le pouvoir à ces gens-là. Parce que s'il quitte le pouvoir
le Mali sera recolonisé. Parce que l'avenir de ces Européens-là, c'est le Mali. Regardez toutes les ressources que le Mali a actuellement. Tout le monde veut, veut le Mali. Et c'est pour cela que je tire mon chapeau à M. Assimi Goïta pour la relation qu'il a eue avec la Russie. Moi, je crois qu'il faut encore renforcer l'armée avec d'autres armes encore plus puissantes. Même s'il peut avoir des missiles, qu'il achète même les missiles. Parce qu'un pays bien protégé, des armes bien puissantes, les prédateurs européens ne peuvent pas attaquer. Vous voyez aujourd'hui toutes les ressources que la Russie a, et ils ne peuvent pas attaquer la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie est réellement armée. Même s'ils vont entourer toute la Russie, ils ne peuvent pas attaquer la Russie. C'est le seul pays continent en Europe qui peut vivre en autarcie. Et personne ne peut l'attaquer. Donc je remercie M. Batengene pour tout ce pour toutes ces analyses. En tout cas, ces analyses me font du bien. En tout cas, merci à lui pour tout. Et qu'il soit toujours éclairé comme ça. Merci pour votre émission. Je suis à l'écoute. Marc, depuis la France. Nous allons rester en France avec vous. Maïga. Bonsoir. J'espère que ce n'est pas Shogel Kokala. Maïga. Bonsoir à vous, M. Maïga. Oui, bonsoir, madame. Vous m'entendez? Très bien. Oui, j'appelle de la France. Je suis franco-malien, sénégalo-franco-malien. Bref. Je tenais à participer à cette émission. Commencer par remercier M. Jonathan, que je suis très souvent dans d'autres plateaux, qui est un panafricain avéré, qui a des analyses limpides, claires, et nous lui remercions, nous l'encourageons à ce travail d'éveil de conscience pour les peuples d'Afrique. Eh bien, nous ne pouvons que lui dire un grand merci. Alors, je voudrais donc m'appesantir sur le cas du Mali. On ne dit pas assez que le Mali est un pays extrêmement riche, où il y a au moins une trentaine de ressources minières. Il faut souvent le souligner. Il faut le souligner. Parce que ces Occidentaux-là, que ce soit les Nations Unies, la France, les États-Unis d'Amérique, mais ils ne vont jamais dans un pays y intervenir ou faire semblant d'y intervenir ou faire de l'humanitaire, soi-disant, alors que ce pays n'est pas riche. C'est un pays extrêmement riche, le Mali. Le Mali, son seul problème, c'est un scandale géologique où toutes les ressources minières se trouvent au Mali. Le gaz, le pétrole, l'or, ça vous le savez, le diamant, le cobalt, l'uranium, et j'en passe. Alors, voyez-vous, c'est ces richesses minières-là qui regorgent le Mali, qui est le problème du Mali. Les gens veulent venir prendre ces richesses-là gratuitement et laisser les peuples en rade, comme ils l'ont toujours fait. N'oubliez pas que ces Occidentaux-là sont ceux-là
qui ont utilisé la première bombe atomique, qui ont fait le plus gros génocide sous les amoureux indiens, qui ont fait les 2 guerres mondiales, en quelque sorte, ce sont des criminels. Et ce sont leurs petits-fils qui sont actuellement au pouvoir. Donc c'est des criminels, c'est dans leur gène. C'est génétique. C'est des assassins. Ils mentent à l'aube du journée. Ils sont dans la manipulation. Et ils veulent le continent africain sans les Africains. Ça, il faut bien le préciser tout le temps. Tout ce qu'ils font depuis 50 ans, c'est pour éradiquer les peuples noirs d'Afrique, pour ensuite venir l'occuper. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je crois que c'est clair. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maïga, de nous avoir appelés depuis la France. Je crois que c'était bien sûr le dernier appelant pour cette édition. Et donc, il nous reste quelques petites minutes à partager encore ensemble. Alors, je voudrais quand même que peut-être en 2 ou 3 minutes, vous reveniez justement sur cette partie civile dont je parlais tout à l'heure, parce que jusqu'en 2024, tout au moins au mois de mars 2024, il est clair que ce sont justement les militaires qui seront toujours aux affaires. Et donc, avec cette nouvelle loi qui donne la possibilité encore aux militaires de se présenter à la prochaine élection. Et quand on regarde un peu la situation aujourd'hui, les militaires ils gèrent bien, on ne va pas dire le contraire. Donc tout porte à croire effectivement que même si ces derniers décidaient de se porter volontaire, c'est comme si les Maliens n'avaient pas d'autre choix que justement de mettre les militaires comme candidats. Et là, j'envoie un bonsoir à l'imam Diko et à toute sa communauté. Vous n'allez pas démentir aussi le fait que quand on parle de société civile, et c'est bien d'avoir noté ça, qu'on parle des civils. On parle certainement de ceux qui ont reçu les 23 millions d'euros de la France. Oui, ça c'est inquiétant, de savoir qu'une certaine opposition a été financée par la France pour venir s'opposer au Conseil national de transition et aux directives souveraines du peuple malien prises pendant les assises nationales, où toutes les composantes de la société malienne étaient représentées, y compris ces gens qui ont été mis en minorité démocratique lors des débats. Donc, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir du point de vue démocratique, ils comptent certainement par la pression du rapport de force international, l'obtenir par les moyens en dessous de la ceinture. Donc, c'est ces civils-là dont il faut craindre. Ces gens qui ont pactisé avec l'Occident, ces gens qui ont été corrompus littéralement, vous vous souvenez, la conférence de Montpellier, reprise quelques mois plus, il y a quelques jours, à Abidjan, avec cette jeunesse qui veut être instrumentalisée par Paris, qui est financée, donc corrompue, pour aller trahir son pays. C'est peut-être ces gens-là qu'il faudrait craindre. Ou bien ce fameux voice, vous vous souvenez, entre M. Ouattara et l'ex-premier ministre malien qui disait, qui prenait la mesure des choses à Bamako. Peut-être ce genre de personnes, oui, il faudra craindre ce genre de personnes corrompues, prêts à vendre leur âme simplement pour bien manger du caviar sur leur table. Donc, ces gens-là qui sont corrompus sont peut-être des gens dont il faudrait se méfier, mais la société civile ou bien les civils politiques qui ont vraiment à cœur de gérer le Mali dans un cadre d'émancipation seront rassurés de voir que les partenaires avec lesquels ils ont commencé, les acteurs avec lesquels ils ont commencé cette mission, puissent continuer avec eux dans le combat. Parce qu'ils ne seront pas écartés, ils n'ont jamais été écartés. Il faut d'abord enlever de la conscience collective cette idée suivant laquelle les militaires gèrent au Mali. Non, les militaires et les civils maliens de concert gèrent le Mali. Le gouvernement est constitué de civils et ces civils travaillent, et de civils et de militaires. Les civils travaillent avec les militaires et c'est une osmose qui avait manqué au Mali depuis un certain temps. Les Maliens qui ont retrouvé cela ont appris à décomplexer leur vie politique. Ce travail qu'ils sont en train de réaliser
Nous avons cité le colonel Vladimir Poutine, le général de Gaulle, le général Boiry, le général Gowon Yakoubou. Les exemples fleurissent de partout qui montrent les vertus d'un tel gouvernement. Et il y a l'exemple du fameux du Ghana. On se souvient que c'était un capitaine, même si on ne l'a pas trop en affection, qui a quand même structuré la démocratie ghanéenne. Donc, les Maliens peuvent avoir affaire avec ce même type de schéma, un colonel avec d'autres militaires qui ont structuré la vie politique ghanéenne, malienne, et qui pourraient aussi se retrouver dans cette vie politique à l'animer sur le long terme. Parce que les Maliens ne sont pas dans les lectures minimalistes du Ghana. Les Maliens sont dans une lecture à long terme. Et le projet du Mali, le projet dont est porteur le Mali, ce n'est pas seulement le projet des Maliens. C'est un projet panafricaniste qui est porté par l'ensemble du continent. C'est quoi? C'est de voir un pays prendre la tête dans le giron de la France-Afrique et de se démêler de cet écheveau vicieux, de construire un cadre vertueux avec des pays comme l'Algérie, des pays comme certainement la Mauritanie, d'autres pays qui vont se greffer à cet ensemble, y compris la RCA, qui est aussi un pays dans le cadre de cette coopération vertueuse avec la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres pays. Vous savez, il y a une nouvelle qui est tombée hier. Les BRICS s'apprêtent à bâtir une monnaie un panier de monnaie, sont en train de régir un panier de monnaie en devise pour les échanges internationaux. Parmi cette monnaie, il y a l'oran sud-africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la coopération avec la Chine, le Brésil, la Chine, la Russie et l'ensemble des autres partenaires, où le Mali est en train de marquer des pas de géant, pourrait très vite l'introduire dans le bloc des BRICS. Et donc, le Mali ne sera plus simplement un pays qui compte pour l'Afrique de l'Ouest. Il entrera dans le panier des devises, parce qu'il sera appelé à créer sa propre monnaie. Le panier des devises pour les échanges internationaux. Un tel projet ne doit pas être porté par une vision minimaliste, une vision du court terme basée sur la transition. Ça doit être porté par un large projet à long terme avec des acteurs capables de se pérenniser et qui sont interchangeables. C'est les caractères que nous avons déjà relevés au niveau de ces autorités maliennes. Et ces acteurs ne doivent pas se limiter par le nom de celui qui va diriger. Ils doivent plutôt se tenir par l'objectif à réaliser à long terme. Alors, Batenguene, pour sortir véritablement en quelques secondes, je dirais peut-être qu'une question à 10 000 $. Sérieusement, Monsieur Batenguene, quand on regarde la vie politique malienne, pensez-vous qu'il y a véritablement un challenge? Il n'y en a pas. En toute sincérité. Il n'y en a pas. Assimi Goïta n'a pas de challenger, si ce n'est lui-même. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Batenguene, d'avoir participé à cette édition. Merci également à toute l'équipe technique. Le point sur l'actualité se referme, mais comme vous le savez, les programmes se poursuivent tout à l'heure à partir de 19 h, heure justement de Bamako. Vous aurez le grand journal sur For You Télévision et aussi beaucoup de surprises vous attendent dans les jours à venir. Excellent début de week-end. Bonsoir.